Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen à Bruxelles. Émission spéciale avec nous deux poids lourds de la vie politique européenne, Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt. Ils ne sont pas du même bord, mais ils ont écrit un livre ensemble sur l'Europe fédérale. Et la première question que nous poserons à nos invités est celle du budget européen. Qui va payer pour l'Europe ? 900, 960, 990, 1000 milliards d'euros. Combien d'argent pour le budget européen ? Enjeu, fixer l'enveloppe financière pour les 7 prochaines années. La bataille est lancée. Il y a ceux qui veulent dépenser plus. Une alliance de 15 pays emmenée par la Pologne, la Grèce, l'Estonie ou encore Malte et qui refusent que les fonds européens ne fassent les frais de l'austérité. Et puis il y a ceux qui au contraire ne veulent pas donner 1 euro de plus. Parmi eux la France, l'Allemagne, la Finlande, le Danemark, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas. La plupart sont contributeurs nets au budget, c'est-à-dire qu'ils mettent plus d'argent que les autres au pot commun. Le Premier ministre néerlandais explique que son pays a pris des mesures drastiques pour contrer la crise et que la rigueur s'applique à tous. David Cameron menace de son côté de sortir son veto si le budget augmente. Même la Commission européenne a proposé de baisser l'enveloppe de 50 milliards d'euros. Mais si le budget est réduit, il n'y aura plus d'argent pour financer tous les programmes européens en même temps. La politique agricole commune, le Fonds social européen, même Erasmus est menacé de disparition. Et bientôt, il n'y aura plus d'argent pour l'aide alimentaire réservée aux plus démunis, ni même pour les fonctionnaires européens qui ont battu le pavé à Bruxelles. Alors s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qui va payer pour l'Europe ? Alors qui va payer pour l'Europe ? C'est la question du moment que nous allons, Katia, poser à nos deux invités. Deux invités exceptionnels, Guy Verhofstadt, bonjour. Vous êtes président ici de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous avez été Premier ministre belge pendant près de 10 ans. Et Daniel Cohn-Bendit, coprésident... Je n'ai jamais été Premier ministre. Pas encore. Coprésident du groupe des Verts. Et vous avez écrit à 4 mains cet ouvrage, Debout l'Europe, un cri, qui s'adresse aux gouvernants et également aux citoyens européens. Un appel à créer une véritable fédération européenne. Sinon, dites-vous, l'Europe, dans 10-15 ans, n'existera plus. Alors Guy Verhofstadt, le budget européen, c'est l'actualité du moment. On voit que les dirigeants européens, et d'ailleurs le Parlement européen, s'écharpent, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est symptomatique d'un problème au niveau européen aujourd'hui ? Il faut naturellement reconnaître que chaque fois quand il y a un budget, il y a la lutte entre les États d'une part et certains États entre eux et le Parlement européen. Ce que le Parlement européen veut surtout, c'est créer, de changer le budget d'une façon très importante, très radicale, c'est-à-dire qu'il y a des ressources propres à l'intérieur du budget. Ça veut dire que les citoyens, dorénavant, vont payer directement à l'Union européenne plutôt que de passer par des contributions nationales. Le problème, c'est que les États européens ne veulent pas de ça. Je ne sais pas. Il y a beaucoup des États qui sont en faveur aussi de ça. Parce que si vous avez des ressources propres, donc une sorte de financement direct du citoyen vers l'Union européenne, alors les contributions nationales peuvent baisser, peuvent être diminuées. Alors quand on voit, Daniel Cohn-Bendit, les déclarations des dirigeants européens, François Hollande qui a dit il faut plus d'Europe, etc. Et quand on voit qu'ici, en fait, personne ne veut payer pour ce plus d'Europe, quelle est votre réaction ? Attention, il y a d'abord on ne voit pas assez de l'extérieur, une véritable rupture à l'intérieur du Conseil européen. Vous avez les 15 pays sur 27 qui sont les pays des fonds de cohésion, qui sont radicalement contre la position anglaise et contre la position allemande, et ils ne savent pas trop bien quelle est la position française. Hein. Mais donc, c'est pas vrai que c'est le Parlement contre les gouvernements. Jamais, disons, les tensions à l'intérieur du Conseil ont été aussi fortes. Je parle sous le contrôle de Guy, qui lui a fait partie du Conseil, mais c'est vrai, ça, on le voit. Qu'il y ait eu hier une réunion de 15 chefs de gouvernement des pays des fonds de cohésion à l'intérieur de l'enceinte du Parlement européen, ça veut bien dire que donc c'est pas simplement Parlement contre Conseil. Deuxièmement, il faut comprendre que pour certains pays, le budget européen, c'est le seul moyen de relancer, de redéployer l'économie. Pour certains, évidemment pas pour un pays comme l'Allemagne ou la France, mais pour certains pays, c'est le budget européen, avec les fonds de cohésion, qui est le seul moyen de relancer. C'est pour cela, et Guy a raison, la taxe sur les transactions financières, la taxe sur les fonds, c'est des ressources propres pour l'Europe, et ça fait baisser
la contribution nationale des pays qui, justement, lèvent une taxe sur les transactions. Il va aussi augmenter le contrôle du citoyen, parce que si les citoyens doivent payer directement à l'Union européenne, il va être intéressé, ce qui se passe avec son argent, il va y avoir un contrôle beaucoup plus intense des citoyens envers l'Union européenne. Donc, aussi au niveau de la démocratie, c'est un énorme pas en avant, cette idée des ressources propres. Mais quand même, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une division assez forte entre ces deux camps dont vous parlez. Est-ce que vous pensez que c'est... Oui, et ils sont en train de se disputer, il faut le dire, sur 1%. 1%, c'est quoi? Comparer ça avec les États-Unis. Les États-Unis ont un budget de 24% de leur produit intérieur brut. Et moi, je pense que c'est justement le fait qu'on a un budget aussi inimportant qui est la cause de notre crise autour de l'euro. Parce que l'euro est soutenu par quoi? L'union monétaire est soutenue par quoi? Par rien du tout. Il n'y a pas d'autorité fédérale derrière, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de marché obligataire derrière. Donc le fait qu'on se dispute sur un budget d'environ 1% et que les États-Unis ont 24 fois un budget plus important, c'est ça aussi le cœur de la crise autour de l'euro. Alors l'Europe fédérale, vous avez prononcé le mot, c'est ce que vous défendez dans le livre que vous avez écrit ensemble, alors que vous n'êtes pas du même bord politique. Alors nous sommes rendus ici au Parlement européen et nous avons demandé à certains de vos collègues députés européens ce qu'ils pensaient de votre ouvrage. Regardez, c'est un reportage signé Thibault Le Floch. Chère Katia, cher François, aujourd'hui je suis parti à la pêche. Non, pas ce genre de pêche, mais plutôt à la pêche aux députés, et ceci est mon hameçon. Moi je viens voir les députés pour leur demander est-ce que, oui, vous aussi, vous voulez une Europe fédérale ou non? Surtout pas. Il nous faut un échelon de pouvoir fédéral au niveau européen. Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est la meilleure solution pour l'Europe. En théorie, tout le monde est pour le fédéralisme. Mais en réalité, quand on met le sujet sur la table, c'est là que les problèmes commencent. pourquoi on n'a pas encore d'Europe fédérale? Peut-être parce qu'on n'a pas encore une crise jusqu'à ce moment, mais au moment de crise, on voit qu'il faut bien le faire. Si c'est tout fédéralisé pour faire la même chose, pour continuer à mener les mêmes politiques qui nous mènent dans le mur, l'Europe ira simplement plus vite dans le mur. Ah, voilà Angela Merkel, on va voir si elle a lu le livre. Là, ça va être difficile. Bon, désolé Daniel, hein. Votre compatriote n'a pas voulu de votre livre. On a essayé. Vous avez lu ce livre? Non, désolé, je suis pressé. No? Ok. Thank you. Dommage. Eux proposent un gouvernement européen avec des ministres européens et même un président européen élu par tous les Européens. C'est quelque chose qui vous réjouit ou pas? C'est beaucoup trop vite à mon avis. Alors eux le proposent, pourquoi pas dès 2014? C'est beaucoup trop vite aussi. Je suis totalement contre le fédéralisme, car nous avons des cultures trop différentes. Les Allemands ne seront jamais comme les Grecs et les Grecs comme les Allemands. L'ADN européen. Bon, c'est un peu baroque, hein. Et pour finir, nous sommes allés parler fédéralisme avec le chef de file des eurosceptiques. Pour l'amour du ciel, nous ne pouvons pas avoir une Europe où la Grèce et l'Allemagne partagent la même monnaie. En fait, ce n'est pas un système fédéral qu'ils proposent, c'est une forme d'union centralisée avec un gouvernement qui n'est pas démocratique. Vous êtes dur. C'est ça qu'ils proposent. Ce qu'ils appellent de leur vœu, c'est que les institutions de Bruxelles, dont la plupart des dirigeants ne sont pas élus, aient d'immenses pouvoirs au détriment des États. Au final, ce sont de dangereux fanatiques. Oui, des fanatiques dangereux. En fait, ce sont eux les nationalistes, des euro-nationalistes, et rien ne les arrêtera tant qu'ils n'auront pas leur empire. Ah oui, l'empire, carrément. J'ai l'impression, messieurs, que pour convaincre vos collègues du bien fondé et du fédéralisme, il faudra vraiment que la force soit avec vous. Alors on a entendu ces réactions mitigées, certains ont peur, certains parlent que vous dites que vous êtes de dangereux fédéralistes, qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, ça ne me fait pas peur, vous savez. Si Farage aurait dit qu'il est d'accord avec nous, je me suicide tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, mais c'est évident que lui, c'est un nationaliste. Et d'ailleurs, je crois qu'il veut que l'Angleterre sorte de l'Union européenne.
peut-être que c'est la solution pour l'Angleterre, et comme ça on sera débarrassé du chantage permanent qu'en font les gouvernements anglais, que ce soit un gouvernement d'ailleurs social-démocrate anglais ou conservateur, c'est toujours le chantage face à l'Europe. Et puis deuxièmement, on veut pas, c'est pas vrai, on l'explique, on veut pas un super État, l'État fédéral c'est autre chose, mais surtout il faut savoir ce qu'on veut. Dans 30 ans, plus aucun pays de l'Union européenne ne fera partie du G8. Et c'est les autres, les vrais empires qui nous domineront, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, même le Brésil et tout ça. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut, c'est tout. Alors, vous parlez d'utopie plausible. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites c'est quand même une utopie, mais elle est plausible. Ben, ça veut dire que, évidemment, on se projette dans l'avenir. Et on sait que l'Europe fédérale, elle ne viendra pas tout de suite. C'est pas d'ailleurs, c'est pas vrai ce que dit votre journaliste qu'on a dit qu'on veut le faire en 2014. Les journalistes ne devraient pas dire n'importe quoi non plus. Même quand vous parlez d'une constituante. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je veux dire, c'est-à-dire, il faut changer les traités. C'est un processus. Mais on est dans le brouillard. Et là maintenant, on a une boussole. Vous donnez un cap. Et on dit, voilà, c'est vers là. Alors ça mettra 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais on sait que les perspectives, c'est l'Europe fédérale. Moi, j'aimerais comprendre, pardon, Guy Verhofstadt, où vous voulez aller exactement? Parce que derrière le mot Europe fédérale, on peut mettre effectivement tout ce qu'on veut. Ça serait quoi? C'est mettre en place un gouvernement européen qui est responsable devant le Parlement européen d'une part, et devant une deuxième chambre, qui sera une chambre qui va représenter les États-nations de l'Union européenne. C'est créer aussi une trésorerie européenne, un ministre des Finances européen, mais c'est aller aussi plus loin, un marché obligataire européen, la défense européenne, parce qu'on pense que ce serait beaucoup mieux d'avoir l'armée européenne, et puis c'est créer naturellement une force au niveau du monde, au niveau mondial, qui peut faire regagner la souveraineté pour les citoyens européens. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, le problème dans le monde globalisé d'aujourd'hui, c'est que les gens ont peur de plus avoir leur destin en main. Eh bien, l'Europe fédérale permet de garantir la souveraineté, pas au niveau national, où on l'a perdu pour le moment, mais de le regagner au niveau européen. Qu'est-ce qui resterait au niveau national, justement? Beaucoup de choses, de toute l'implémentation, l'exécution, de toutes les stratégies qui ont été convenues au niveau fédéral, au niveau européen. Donc ça reste, les États-nations ne vont pas disparaître, mais on dit que c'est au niveau européen qu'il faut créer une démocratie européenne, une stratégie économique européenne, parce qu'autrement on ne va jamais sortir de la crise. Le problème de la crise autour de l'euro aujourd'hui, c'est qu'on a 17 gouvernements différents, 17 ministres des Finances différents, 17 marchés obligataires, et que ça ne peut pas marcher. L'école, la santé, la culture, enfin, il y a d'énormes, disons, espaces politiques qui ne seront pas réglés au niveau fédéral. Est-ce que vous pensez que le citoyen est prêt à répondre présent à votre appel? Est-ce que quand on a fait les traités de Rome, est-ce que quand ils ont commencé à se parler, les Français et les Allemands, dans les années 50, est-ce que les Français étaient prêts à faire la paix comme ça avec les Allemands? Non. Donc il faut faire bouger les choses. Aujourd'hui, nous, en tant que responsables politiques, on dit qu'il faut proposer quelque chose aux citoyens pour faire avancer le schmilblick. Et il est évident que les citoyens, aujourd'hui, quand on leur parle d'Europe fédérale, ils disent qu'est-ce que c'est? Avec raison. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, pour dire on va expliquer quelle est notre vision de l'Europe fédérale, et puis il faut gagner, il faut conquérir les citoyens. C'est ça la politique. Et aussi instaurer un véritable contrôle démocratique qui naturellement, fait parce qu'aujourd'hui on a beaucoup trop d'hommes politiques en Europe qui suivent simplement l'opinion publique et qui se disent l'opinion publique est eurosceptique ou est farouchement populiste ou nationaliste, alors que je deviens aussi nationaliste ou populiste. Regardez ce que ça donne avec la Grèce et l'Allemagne et les pays. On suit le café du commerce et donc on dit non, non, non et on fait le contraire. Mais on est obligé de le faire en catimini, on ne dit jamais la vérité, on ne veut pas dire oui, la Grèce aura besoin aujourd'hui d'un rééchelonnement de la dette, on ne veut pas le dire, on va perdre des milliards parce qu'on n'ose pas le dire, etc. Donc nous on comprend notre rôle en tant que, disons, responsable politique, de proposer et de se battre pour des idées. Alors ça, vous êtes dans votre rôle, parce que j'ai envie de dire, vous bousculez les choses. Guy Verhofstadt, vous avez été Premier ministre, alors d'un État un petit peu particulier, puisque j'ai envie de dire, il est fédéraliste dans l'âme, c'est la Belgique. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, qu'un François Hollande
qui vient d'être élu à la tête de la République française, ait du mal à dire bon, bah, écoutez, moi je vais perdre une partie de mes pouvoirs, vous m'avez élu pour quelque chose, et de toute façon, on va rapidement transférer ça au niveau européen. Ouais. Il y a un malentendu tout d'abord. Hein, on ne demande pas à la France de devenir un État fédéral. Hein, donc c'est pas ça qu'on demande. On demande de coopérer ensemble avec la France pour faire de l'Union européenne une organisation fédérale. C'est ça qu'on veut faire. Et deuxièmement, c'est toujours difficile, naturellement, de donner des pouvoirs à une autre instance, par exemple supranationale, même si elle est démocratique. Mais on n'a pas le choix. Dans le monde de demain, c'est comme Dany l'a dit tantôt, dans le G8 de demain, il n'y a aucun pays européen qui va encore être représenté. Le G8 de demain, c'est quoi? C'est la Russie, c'est les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Inde, le Brésil, et puis le Mexique et l'Indonésie. Voilà le G8 de demain. Donc si on veut encore compter, si on veut encore défendre nos intérêts, notre modèle social au niveau mondial, il faut le faire ensemble dans une union fédérale. Votre question, il y avait une erreur, cherchez l'erreur. L'erreur, c'est que la France croit avoir aujourd'hui, le président de la France, une souveraineté internationale qu'il n'a pas, qu'il n'a plus. Même, vous voyez, même dans l'intervention en Libye, hein, la France et l'Angleterre, au bout d'une semaine, ils n'avaient plus de munitions. Ils ont dû demander aux Anglais. Et aujourd'hui, la France n'a pas l'argent pour avoir l'armée d'intervention nécessaire dans certains conflits. Donc, on voit qu'aujourd'hui, cette idée de la France, parce que la France est au Conseil de sécurité ou à, disons, la défense atomique, tout ça, c'est du blabla. C'est fini. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Le pouvoir n'est plus à Paris ou ailleurs. Le pouvoir n'est plus dans une capitale européenne. Elle est dans une capitale commune. Le pouvoir, on le peut l'avoir en commun. On peut reconquérir nos souverainetés en commun ou on la perd de plus en plus. Alors l'Europe existe-t-elle encore sur la scène internationale? Entre la toute-puissance chinoise et américaine, reste-t-il une place pour l'Union européenne? Réponse avec ce zapping des télés européennes. Dans les institutions européennes, on espère que cette réélection permettra de boucler l'accord de libre-échange entre les 27 et les États-Unis. Mais les relations sous le premier mandat d'Obama n'ont pas toujours été idylliques. De temps en temps, nous avons senti une certaine fatigue dans la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. Une fatigue ressentie aussi outre-Atlantique à l'égard d'Européens jugés trop divisés. La nouvelle administration Obama pourrait dès lors s'avérer plus exigeante. Obama, Jinping, les maîtres du monde et l'Europe dans tout cela. Nothing, rien en anglais, ou rien en chinois. Pas un mot dans le discours d'Obama mardi soir, pas plus que durant toute la campagne, signe du déclin de l'Europe. Certains disent même de sa décadence. Jusque-là, nous avons toujours eu les États-Unis de notre côté. Barack Obama et le secrétaire d'État au Trésor, Timothy Geithner, soutiennent nos positions, notre volonté d'avoir un euro fort, de consolider la monnaie unique et de garder la Grèce dans la zone euro. L'Amérique qui se profile dans les années 2015-2025, ce sera une Amérique qui n'a pas grand-chose à voir avec celle de 1945. C'est une Amérique qui va se replier de plus en plus et qui va revenir à la stabilisation de la montée en puissance chinoise et de la stabilisation de l'Asie. Donc il y aura moins d'Amérique en Europe. Alors regarde, donc la réalité est là, on l'entend avec... Qu'est-ce qu'il faut encore Est-ce que vous pensez que le déclin de l'Europe a déjà commencé? C'est pas le déclin, c'est qu'on n'a pas assez augmenté en puissance. On n'est pas en déclin. L'Europe aujourd'hui est bloquée. Alors, on a fait des pas en avant, cette Union européenne existe. L'Europe, les États membres aujourd'hui ne sont plus dans l'état où on était en 1945 ou en 1950. Mais maintenant, il faut faire un troisième saut en avant. Donc, c'est pas vrai qu'il y a un déclin. On voit qu'aujourd'hui, le monde change. Et dans ce monde qui change, il faut que l'Europe change aussi. Est-ce que le changement, c'est pas aussi un changement, j'ai envie de dire, de leader politique? On parlait tout à l'heure du contrôle démocratique. Est-ce que vous pensez que les citoyens européens ont envie, par exemple, d'être dirigés par José Manuel Barroso ou Herman Van Rompuy? Ça n'a rien de personnel. Écoutez, est-ce que ces institutions-là... Est-ce que les citoyens français avaient envie d'être dirigés par Sarkozy? Non. Bah, ils avaient quand même voté pour lui. Oui, mais après, ils n'ont pas voté pour lui.
Non, mais personne n'a voté pour José Manuel Barroso. Dans le petit livre qu'on a écrit ensemble, on propose justement une procédure pour cela. C'est une réforme où le président de la Commission et le président du Conseil seraient fusionnés, ce serait le même poste, le même mandat. Deuxièmement, ce serait élu. Si possible directement par tous les citoyens européens. Et puis, il y aurait des listes transnationales, la possibilité aussi d'envoyer envers le Parlement européen des gens aussi élus par des citoyens. Donc, la démocratie européenne, il faut la créer parce qu'elle existe. Elle existe pour le moment, c'est le Parlement européen, mais elle n'est pas suffisante. Et on peut remédier facilement à tout ça. Hein, vous faites, alors c'est une des propositions, on n'est pas tous d'accord sur toutes les propositions, mais vous dites, vous faites les élections européennes, vous faites les élections par liste, comme vous l'avez maintenant, et vous avez un deuxième bulletin. Et avec ce bulletin, vous avez, en même temps, la même élection, vous allez élire le président de la Commission et de l'Europe. Hein, donc vous avez un bulletin, et alors là, il y aura une légitimité, puis il y aura un deuxième tour après 15 jours après, mais vous aurez une légitimité du président de l'Union européenne, élu au suffrage universel, en même temps que l'élection parlementaire, donc pas comme en France où il y a domination de l'une élection sur l'autre, eh bien vous auriez alors un sursaut démocratique de l'Europe, par exemple. Est-ce qu'il se trouverait une personnalité comme ça, européenne, capable de susciter l'adhésion d'un maximum de citoyens? Guy Verhofstadt ou Danny Cohn-Bendit, on ne serait pas d'accord, on serait pas d'accord. Ça serait d'ailleurs un débat intéressant. Vous êtes candidats tous les deux? Ah, s'il y avait une élection, c'est le seul, moi je dis que je ne serais plus candidat. Mais si par hasard, si par hasard, il décidait qu'il y ait une élection en même temps directe au suffrage universel du président de l'Union, moi je suis candidat. Je serai candidat en Grèce sur une liste parlementaire et je serai candidat pour être président de l'Union. Guy Verhofstadt, vous serez candidat? Je serai candidat, en tout cas maintenant pendant les élections européennes de 2014. Mais c'est vrai qu'il y a une faiblesse pour le moment de la Commission européenne dans tout le travail qu'on fait. Et ce qui est aussi à la base de la crise autour de l'euro. Oui, mais la faiblesse de la Commission, c'est que les gouvernements ont voulu ce président de la Commission. Exactement. Mais normalement, un président de la Commission européenne a le droit d'initiative. C'est la seule instance européenne qui peut le faire, qui peut déposer des projets, qui peut déposer des textes législatifs. Elle ne le fait pas pour le moment. Elle attend d'abord le feu vert de Paris et de Berlin avant de bouger. Alors que dans cette crise, il faut des gens avec des visions, avec des réformes très radicales pour sauver l'euro. Et c'est ça qui manque pour le moment. Vous avez pris les devants, en tout cas. Est-ce que vous seriez prêt, éventuellement, à vous présenter sous une bannière purement fédérale? Non. Moi, non. Ça, c'est l'idée de Guy. Moi, je ne me représenterai pas, sauf s'il y avait cette élection au suffrage universel du président de la Commission, ce qui ne sera pas le cas, parce qu'il faudrait changer rapidement. Mais je dis simplement que aujourd'hui, il faut avancer dans une procédure où il y a plus de légitimation démocratique liée aux élections parlementaires du président de la Commission. Moi, j'essaie de rassembler tous les pro-européens pour se battre en 2014, parce que finalement, je crois que ce sont seulement les citoyens qui peuvent faire changer cette Europe dans la bonne direction. Est-ce que vous avez le sentiment tous les deux que votre livre, qui a été publié déjà il y a quelques semaines, qui est d'ailleurs traduit dans de plus en plus de langues au niveau européen, je crois qu'il y a maintenant 11 langues, est-ce que vous avez le sentiment déjà que c'est en train de faire bouger un peu les lignes? Non, on en parle quand même. La preuve. Oui, la preuve, on le fait aujourd'hui. Mais surtout que c'est devenu un débat ouvert aussi dans le Parlement européen. De ceux qui disent non, c'est trop radical, etc. Et nous qui disons non, c'est la seule voie réaliste. Parce que ceux qui disent que c'est de l'utopie ou c'est irréaliste de présenter cela, c'est la situation actuelle qui n'est pas réaliste. De penser qu'on peut sortir de la crise autour de l'euro et de la crise économique par des demi-mesures, comme on a vu les 3 dernières années. Moi, je vous fais un pari. François Hollande va parler au Parlement européen en novembre ou en décembre, je ne sais pas quoi. Vous serez surpris parce qu'il devra dire quelque chose sur l'Europe. Et en fin de compte, évidemment qu'il ne le citera pas, mais il devra répondre aux questions et aux propositions qu'on fait dans ce livre. Je crois que les responsables politiques ne peuvent pas échapper au débat qu'on a lancé. Il y a quand même eu beaucoup de progrès faits avec la mise en place d'un mécanisme européen de sauvetage, d'une union bancaire, en tout cas les premières
les premières pierres sont lancées, un contrôle budgétaire pour éviter que les pays fassent ce qu'ils veulent dans leur coin. Ça, oui, mais regardez un positif. peu, regardez. La supervision bancaire. Il y a 2 ans, le Parlement européen le présente. L'Allemagne dit jamais, jamais. 2 ans après, oulala, maman, on a fait une erreur. Donc vous dites qu'on a perdu trop de temps, on aurait pu les faire plus vite. On perd du temps parce que, justement, on n'a pas de boussole. Donc on réagit face à la réalité qui nous impose des décisions au lieu d'être maître de la stratégie de nos décisions. Vous dites que l'Europe maintenant doit cesser de réagir aux événements et doit avoir une boussole, une orientation, on y va. Ça suppose aussi que le Parlement européen soit écouté, donc qu'il ait encore plus de pouvoir. Ça suppose que le Parlement européen joue son rôle. Et sur le budget, il est en train de jouer son rôle. Il met devant ses responsabilités le Conseil européen et tant que le Parlement européen a une majorité unie, pas tous les pays, mais une majorité unie, eh bien ce Parlement peut changer les choses. Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Europe Hebdo. Eh bien merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Debout l'Europe, c'est donc le titre de votre ouvrage. C'est également tout un programme. Quant à nous, on se retrouve ici la semaine prochaine pour Europe Hebdo. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.